Allez, on va commencer. Donc, bonne année à tous déjà, tous mes voeux de bonheur. Et puis, on commence par un PVDM, donc premier vendredi du mois. Nous sommes le 3 janvier, un thème, un intervenant. Ce soir, on accueille Laurent. Il va nous présenter sa méthode de planification, commence à être un petit peu connu. Une visioconférence sous Zoom, 30 à 45 minutes de présentation, 30 minutes d'échange. Alors, je vous demande de poser vos questions à travers le chat, le mode conversation. Et puis ensuite, en fin de présentation, je poserai le maximum de questions à Laurent. On commence à 20h30. Un enregistrement est fait et il sera disponible sur la page YouTube de la CTD 69. Voilà, merci Laurent, je te passe la main, j'arrête le partage. Est-ce que du coup, vous voyez mon écran? Non, il faut que tu partages. Oui, je partage. Allez, hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est parfait. Bon, eh ben, allez, on va démarrer. Eh bien, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite à tous et tous une excellente année. Et on va commencer donc pour une méthode de planification pour les plongées à l'air et au nitrox. Une méthode que j'utilise, que j'ai mis en place il y a quelques années de ça et que j'utilise. Alors, avant de démarrer, je vais faire une petite genèse de cette méthode. Pourquoi je l'ai mis en place? Parce qu'en fait, j'essaie de répondre à une question qui était quand est-ce que je dois quitter le fond? Quand est-ce que je dois quitter le fond? Cette question, je me la suis posée dès que j'ai passé mon niveau 3 en 2006. J'ai posé cette question-là en formation et puis je n'avais pas de réponse de la part de mes encadrants. Pareil au niveau 4 que j'ai passé à la CTD, bah voilà, je plongeais, je sortais, et on me répondait, bah, tu fais demi-tour à mi-bouteille, tu fais une époque, tu sors à 80 bars, 10 minutes de DT, 5 minutes de palier, 10 minutes de DTR, et tu remontes. Bon, ok, mais d'où ça sort, pourquoi? C'était les usages, et ça marchait bien, il n'y avait pas de souci, mais pour moi, c'était pas satisfaisant. Donc, du coup, en 2012, eh ben, j'ai commencé à bosser sur une méthode que j'ai partagé sur des forums de plongée sur Internet, sur des groupes Facebook, pour la tester, pour tester et valider la méthode. Et puis en 2013, j'ai eu la chance de croiser un moniteur pro qui est au LEC, qui s'appelle Philippe Pellegrin, un BS2, et qui lui aussi travaille de son côté. Et puis ben, on a mis en commun notre travail, et puis avec une version avec un seul coefficient, version que je vais vous présenter ce soir. Et lui, de son côté, bah, l'a mis en place Olek, Aquanaut Center, et moi, j'ai commencé à la mettre en place dans les clubs où j'intervenais. En 2014, je passe mon monitorat, donc je le mets en application dans mon club, je le mets en application à Thalassa, je le mets en application partout où je peux intervenir. En 2016, bah, j'ai rédigé un document bah, pour le partager. Je l'ai mis en libre accès sur Internet avec un fichier Excel de calcul. Et puis en 2023, avec un ami, Régis Caz, on a co-rédigé tous les deux un document avec les preuves mathématiques, savoir comment on obtenait ce coefficient dont je vais parler tout à l'heure. Parce que beaucoup de questions étaient là, tu me donnes un coefficient, mais d'où sort-il? Alors, euh, de quoi on va parler ce soir? Ce soir, on va parler des paramètres de la plongée. Alors, les paramètres, c'est quoi? Si on reprend un briefing, on va parler du plongeur, on va parler du matériel, on va parler de la communication, puis on va aussi parler des paramètres. Les paramètres, ce sont les dernières informations qu'on va mettre en place avec la palanquée quand le bateau est arrivé sur site, que le DP est OK pour le site, que les conditions sont bonnes, on dit ben, c'est bon, l'épave qui était prévue, on va la faire. Et du coup, ben, on a très peu de temps pour définir les paramètres. Les paramètres, c'est quelle profondeur on veut aller, combien de temps de palier on veut faire, combien de temps de plongée on aura droit. Et donc, il va falloir trouver une méthode qui soit à la fois respectueuse des consignes du DP, et puis trouver des paramètres qui nous permettent de terminer la plongée avec du gaz, quels que soient les paramètres qu'on ait choisis. Et bien, cette méthode, elle a pour ambition
d'être rapide, parce qu'on a peu de temps. Une fois qu'on est arrivé sur site, on ne va pas passer 3 heures à discuter. Et donc, c'est une méthode, quand on l'applique et qu'on la connaît bien, en quelques secondes, on arrive à déterminer les paramètres. Elle est facile, il n'y a pas besoin d'outils, hormis la simple connaissance des additions et la table de multiplication par 2 et par 3. Sans outils, évidemment, si on prend une calculatrice ou un téléphone maintenant, ça n'a pas d'intérêt, on n'a pas ça sur un bateau. Universelle, pour qu'elle soit compréhensible par tous, et puis surtout qu'on puisse la contrôler sous l'eau. Fiable, c'est le minimum, c'est que derrière, elle nous garantisse qu'on sorte de l'eau avec du gaz. Pour autant, cette méthode, elle nécessite d'avoir un petit bagage. Ce petit bagage, il faut que le plongeur connaisse quelques points remarquables de la courbe sans palier. On appelle ça aussi la courbe de sécurité, moi je n'aime pas tellement ce terme, peu importe. Donc la courbe sans palier, c'est le temps que peut rester le plongeur à une profondeur donnée sans avoir de palier obligatoire. Et en fait, cette courbe, que ce soit via des tables comme les MN90 ou les ordinateurs, elle est sensiblement équivalente. Et on va juste demander au plongeur de connaître quelques points à mémoriser. Quand je plonge à 20 mètres, ma plongée peut durer 40 minutes sans avoir de palier. 30 mètres, c'est 15 minutes. 40 mètres, c'est 5 minutes. 50 mètres, je sais que j'aurai des paliers. Et ça, c'est important pour planifier parce que il faut que notre planification soit cohérente. Si je veux faire une plongée à 60 mètres sur une épave sans faire de palier obligatoire, c'est pas ce moment-là, c'est pas la bonne épave, c'est pas la bonne plongée. Il vaut mieux ne pas descendre, ça ne sert à rien. Alors, des méthodes de planification, aujourd'hui, il y en a pas mal qui existent. C'est pas une nouveauté. On va avoir les gens qui vont planifier via des tables, que ce soit des MN, les tables du ministère du Travail, les tables chez PAPI. Il y en a qui vont utiliser le mode de planificateur de leur ordinateur de plongée, qui marche très bien, pas de souci. Et puis il y en a qui vont, pourquoi pas, utiliser un mode simulateur de leur ordinateur de plongée, qui va leur donner en plus les paliers, pas simplement la courbe sans palier, mais qui vont vous donner les paliers pour une plongée de 35 minutes à 40 mètres. Mais cette méthode-là ne fonctionne que pour les plongées carrées. On a après une autre catégorie de plongeurs, les plongeurs tech, qui eux ont des outils pour faire de la planification multiniveau, et ainsi de suite. Mais ça nécessite d'avoir un téléphone, ça nécessite d'avoir un ordinateur. Ce n'est pas forcément ce qu'on va rencontrer sur un bateau. Et puis on a ceux qui ne planifient rien. Tout cela, il va falloir leur proposer une méthode et des paramètres qui puissent leur convenir. Alors, quels sont les paramètres qu'on peut avoir à définir? Le premier paramètre auquel on pense souvent, c'est le temps fond. Voilà. Un plongeur va sur une épave à 40 mètres avec un bloc gonflé à 200 bars, un bloc de 15 litres. Il définit un temps fond, 20 minutes, pour remonter vers la surface. 20 minutes, quand il connaît les points remarquables de la courbe, sans palier, il sait qu'il va avoir des paliers à faire. Puisqu'on sait qu'à 40 mètres, on aura des paliers au bout de 5 minutes dans le fond. Bon, c'est bien, on va passer 20 minutes, mais est-ce qu'on aura assez de gaz pour remonter? Et bien là, c'est pas sûr. Si on fait un petit calcul rapidement, je vais vous passer les détails, mais là, je vous ai décomposé. Si vous avez un bloc 15 litres gonflé à 200 bars, ça vous fait 3000 litres. La descente va vous coûter 120 litres. Le temps au fond va vous coûter 1800 litres. Et puis le DP fixe une pression de sécurité, en général de 50 bars. Donc, il faut enlever ces 750 litres correspondants. Ce qui veut dire que la remontée ce qui veut dire que dans votre bloc, vous n'aurez plus que 330 litres d'air, soit 22 bars. Est-ce que ça va suffire? Déjà, je peux vous dire que non. Parce que sur ce profil-là, on a une remontée de 18 minutes avec les paliers qui va nécessiter 50 bars. Donc, ce qui veut dire que le plongeur, certes, il ne sera pas en panne d'air, mais il devra taper dans sa pression de sécurité. Et il remontera avec 20 bars sur le bateau. Si le DP surveille, il risque de ne pas être content. Donc, le temps fond, est-ce que c'est un critère suffisant pour définir une fin de plongée? Non, ce n'est pas un critère suffisant.
Parce que c'est un critère qui est basé sur le début et le milieu de la plongée, mais qui ne dit rien de la fin de la plongée. Donc ce critère-là, le temps fond, ne permet pas de garantir qu'on va remonter avec du gaz. Si je fais une analogie avec la voiture, je viens de parcourir 600 km avec ma voiture. Quand j'ai cette information-là, est-ce que je sais si je peux arriver chez moi sans tomber en panne d'air? Bah non, j'en sais rien. Parce que je ne sais pas s'il me reste 200, 100, 50 km, j'en sais rien. Donc, ce n'est pas cette information-là qui est intéressante. En plongée, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas le trajet que vous venez de faire qui est intéressant. C'est le trajet qu'il vous reste à faire. C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'il me reste à faire pour sortir de l'eau et combien de gaz j'ai besoin pour sortir de l'eau. Est-ce qu'il existe d'autres critères pour fixer une fin de plongée avec une quantité de gaz suffisante? Bah, évidemment, s'il y en a, oui. Il y en a deux. Le premier, c'est la DTR. La DTR, c'est la durée totale de remontée. Cette durée, c'est la durée minimale que l'on va devoir passer sous l'eau en remontant en vitesse contrôlée, en réalisant la totalité des paliers obligatoires, avant de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et le deuxième critère, c'est ce qu'on a appelé la pression de décollage du fond. C'est la quantité de gaz qui va nous permettre de remonter en surface avec la quantité, avec la quantité de gaz nécessaire. Et donc, c'est cette pression de décollage qui va nous permettre d'assurer la DTR. Attention, on ne va pas confondre pression de décollage avec la pression de sécurité. La pression de sécurité, c'est la pression définie par le DP, qui veut qu'on ait 50 bars, 30 bars ou 70 bars sur le bateau. Alors, si on prend notre pression de décollage et notre DTR, ça se positionne à la fin de la plongée. Mais si je n'ai pas prévu ces paramètres-là en début de plongée ou avant la plongée, bah, ce n'est pas en lisant les informations sur mon ordinateur et mon mano en fin de plongée que je vais dire, punaise, il me reste 20 minutes de remontée à faire, il me reste 25 bars, ça passe pas. Ben non, ça passe pas. C'est trop tard. Ces paramètres-là, eh bien, il va falloir les déterminer dès le briefing avant de plonger. Et la méthode consiste à choisir sa fin de plongée en choisissant sa DTR. C'est le plongeur qui va fixer la DTR qu'il ne veut pas dépasser et qui va calculer la pression de décollage associée. Et peu importe le profil qu'on va faire, il y a des yo-yo qu'on passe à droite, à gauche, en haut, en bas, et ainsi de suite, on s'en fiche. Peu importe si c'est une épave, une plongée multiniveau, un tombant, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est, dès le briefing, je vais définir quelle est ma fin de plongée et comment je vais la réaliser, cette fin de plongée. Et en fait, au briefing, je définis ces paramètres-là et mon travail pendant la plongée, c'est de surveiller que je respecte ces paramètres. Et on va voir avec quels outils on va surveiller ces paramètres-là. Premier paramètre, on va parler de la DTR. Donc la DTR, c'est le paramètre le plus important de la méthode. DTR, ça veut dire quoi? Eh bien, la DTR, c'est durée totale de remontée. Donc ça inclut le temps de remontée, c'est le temps pour partir du fond, pour rejoindre le premier palier, le temps entre tous les paliers s'il y en a plusieurs, le temps pour rejoindre la surface. Et c'est évidemment la durée totale des paliers. Alors quand je parle de paliers, je vais parler de paliers obligatoires. On pourra discuter si vous avez des questions sur les paliers facultatifs, les paliers de sécu. Le principe fondateur de la méthode, c'est que c'est le plongeur qui choisit la DTR maximale qu'il ne veut pas dépasser. Quand? Vous avez bien compris, c'est lors du briefing. Comment il fait ça? Je vous ai dit, la DTR, c'est deux composantes, la durée de remontée et la durée des paliers. La durée de remontée, elle est directement liée à la profondeur d'évolution. Plus la plongée est profonde, plus la durée de remontée sera importante. Et pour ça, on va utiliser une vitesse de remontée qui va nous simplifier la vie, qui est de 10 mètres par minute. Quels que soient les ordinateurs, on s'en fiche. On planifie
c'est une remontée théorique, et on va utiliser une vitesse de 10 mètres par minute. Ça tombe bien, c'est la vitesse qui est préconisée par la Fédé. C'est la vitesse de quasiment, on va dire de 70% des ordinateurs du marché. Et même si vous avez des ordinateurs qui ont des vitesses variables, si vous regardez un peu, vous verrez que la vitesse moyenne, elle est autour de 10 mètres minutes. Donc la durée de remontée, eh ben, c'est simplement la profondeur divisée par la vitesse de remontée, et on va y rajouter 1 minute pour le ralentissement sur les derniers mètres. Vous avez vu dans les préconisations fédérales qui sont sorties, les derniers mètres, on doit les faire à une vitesse de 5 mètres par minute. Eh ben, cette minute de ralentissement, elle est là pour ça. Ce qui veut dire que si vous êtes sur un fond de 50 mètres, eh bien, si vous remontez à 10 mètres par minute, ben, il faudra 5 minutes pour remonter, plus 1 minute pour le ralentissement, ça veut dire 6 minutes de remontée. Donc ça, c'est le petit calcul à faire de tête pour la durée de remontée. Mais il y a plus simple parce que, en fait, la durée de remontée, c'est la même chose que la pression absolue à laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes à 50 mètres, je vous ai dit que vous deviez mettre 6 minutes de remontée. Eh bien, quand on est à 50 mètres, la pression absolue, elle est de 6 bars. C'est la même chose. Donc, quand on est habitué à travailler en pression absolue, je suis à 50 mètres, je suis donc à 6 bars de pression absolue, ben, ça veut dire que j'ai 6 minutes de remontée. Si je suis à 30 mètres, c'est 4 barres de pression absolue, ça veut dire que j'ai 4 minutes de remontée. Si je suis à 25 mètres, eh ben, j'ai 3 barres et demie de pression absolue, on va arrondir par sécurité à 4 minutes de remontée. Donc, la durée de remontée, elle est facilement calculable de tête. Ensuite, la DTR, la deuxième composante de la DTR, c'est la durée des paliers. La durée des paliers, on va les cumuler. Peu importe qu'il y ait des paliers à 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres, on va les cumuler. Et le principe, et c'est ce qu'on voit sur les bateaux, c'est que c'est le plongeur qui va choisir la durée des paliers. En fonction de ses envies, de son état de forme. Elle peut être aussi imposée par le DP. Mais souvent sur le bateau, c'est ce qu'on va rencontrer. Tiens, on va faire telle épave, tu as envie de faire combien de paliers? 5 minutes, 10 minutes? On va le choisir. Si le DP nous laisse libre quant au choix de la valeur des paliers, c'est le plongeur qui décide. Et bien le plongeur va choisir son volume. Et il va le choisir de manière globale, peu importe sur les paliers à 3, 6, 9, 15. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en plongée loisir, la profondeur moyenne des paliers, si vous le pondérez par le temps que vous allez y passer, elle est de 4,40 m. Et donc, nous, par simplification dans la méthode, on va considérer que nos paliers se font en moyenne pondérée à 5 mètres. Et vous allez voir, ça va nous simplifier les calculs. Donc maintenant, si on assemble le tout, imaginons que je plonge à 30 mètres. Imaginons que je dise avec mon équipier, allez, on va faire une plongée carrée à 30 mètres. On ne veut pas dépasser 5 minutes de palier. À 30 mètres, la durée de remontée, elle est de 4 minutes. Eh bien, ma DTR, elle est de 9 minutes. Donc, dans la méthode, ce dont vous avez besoin avec votre équipier, c'est de définir la profondeur d'évolution, vous voulez plonger à 30 mètres, de définir le volume de palier, et avec ça, vous avez tous les éléments pour calculer la DTR de tête, facilement. Si je prends une plongée à 60 mètres, qu'avec mon équipier, je décide de faire 15 minutes de palier, maxi. À 60 mètres, la durée de remontée, elle est de 7 minutes. 7 minutes parce que 60 mètres, c'est 7 barres, ou 7 minutes parce qu'à 60 mètres de profondeur avec une vitesse de remontée de 10 mètres plus une minute de ralentissement, j'ai toujours 7 minutes de remontée. Du coup, ma DTR, elle est de 22 minutes. Bon. Maintenant, le plongeur, il a défini cette DTR avec ses équipiers. C'est bien, mais il va falloir la contrôler sous l'eau. Il va falloir surveiller qu'on ne dépasse pas cette DTR. Comment on le fait? Tout simplement en contrôlant avec son ordinateur de plongée. L'ordinateur, il calcule une DTR en continu, en fonction du profil que vous allez réaliser, en fonction de l'algorithme que vous utilisez, en fonction du paramétrage, du conservatisme que vous avez mis, des gaz que vous utilisez, de l'altitude. Et donc, votre objectif en tant que plongeur, c'est de surveiller que la DTR qui est calculée par l'ordinateur reste toujours inférieure ou égale à la DTR que vous avez choisie lors du briefing.
Et dès lors que votre DTR d'ordinateur est égal à la DTR que vous avez fixée, eh bien, c'est la fin de plongée et vous remontez de manière contrôlée vers la surface et vous respectez les consignes de l'ordinateur en termes de vitesse et de palier à réaliser. Alors pourquoi on utiliserait plutôt la DTR qu'une durée de palier? Parce que les paliers, on les voit sur l'ordinateur. Oui, certes, mais déjà, la DTR, c'est une information qu'on va retrouver sur tous les ordinateurs. Alors, il y a encore quelques ordinateurs, les Aladdin gris, qui n'affichent pas la DTR, mais c'est de plus en plus rare. Pour autant, c'est facilement calculable, s'il le faut. On prend les paliers qui nous posent, on prend la durée de remontée avec la profondeur et on obtient la DTR. Mais on a aussi des ordinateurs qui n'affichent pas les paliers de manière habituelle ou qui n'affichent pas tous les paliers. Prenons les Suunto. Alors, un Suunto Viper, par exemple, va vous proposer des paliers glissants. Donc, ce sont des paliers qui évoluent au fur et à mesure de la plongée et qui évoluent au fur et à mesure de la remontée. Vous êtes au fond, il va vous dire, ben, tiens, tu t'arrêteras à 10,90 m et vous remontez, tu vas t'arrêter à 9,20 m et vous remontez, tu vas t'arrêter à 7,80 m et vous remontez, tu t'arrêtes à 5,20 m et puis là, ça ne bouge plus. Donc, quand vous êtes au fond, ben, ce n'est pas avec l'information du palier tel que vous avez présenté par un Suunto Viper que vous pourrez communiquer facilement avec, avec vos équipiers. C'est la raison pour laquelle Suunto a été longtemps décrié concernant les paliers, ben parce qu'il n'y avait pas des valeurs fixes comme certains autres ordinateurs. Et puis vous avez des ordinateurs, la plupart du marché, qui vous affichent le palier le plus profond. Si, prenons les Mares, les Crécy, les Aqualung, les Shearwater qui sont à la mode, certains Uvatech, vous avez un palier à 3 mètres, vous avez un palier à 6 mètres, ben, il vous affiche 2 minutes à 6 mètres. Mais le volume de palier à 3 mètres, ben, vous ne l'avez pas. Donc, si vous devez communiquer sur une remontée à partir de ces informations-là, vous n'êtes pas en capacité de connaître la globalité de votre remontée. C'est la DTR qui va vous permettre d'avoir cette globalité. Une petite remarque, on parle de DTR en français, mais sur vos ordinateurs, elle peut s'appeler DTR, mais elle peut aussi s'appeler ASC pour Ascent, Ask Time pour Ascent Time, TTS pour Time to Surface ou TAT pour Total Ascent Time. Ça va dépendre des ordinateurs. Alors maintenant, on a choisi la DTR. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Si je reprends l'analogie avec la voiture, ok, la DTR, je suis chez moi, je veux me rendre à Clermont-Ferrand, j'ai 200 km. Ben, il faut que j'ai du carburant pour ça. Et je dois déterminer la quantité de carburant nécessaire pour assurer ces 200 km. Et bien, en plongée, c'est la même chose. On va devoir définir donc le deuxième paramètre, qui est la pression de décollage du fond. La pression de décollage du fond étant la quantité de gaz nécessaire pour assurer ma remontée. Alors, cette pression de décollage, pareil, elle est en deux parties. Il y a d'abord la pression pour assurer la DTR. Cette pression pour assurer la DTR, eh bien, elle va se calculer par rapport à la DTR. Et on va appliquer un coefficient, on a appelé le coefficient bêta, que vous appliquez à la DTR. En gros, ce coefficient vous donne la quantité en barres, donc le nombre de barres nécessaires pour chaque minute de DTR. Et c'est là où je vais vous demander de me croire. Alors, me croire, c'est bien, mais en fin de présentation, je vous montrerai des documents avec les preuves mathématiques et les fichiers Excel de calcul qui vont bien. Et je vous demande de me croire quant au coefficient. Sur un bloc 12 litres, ce coefficient il est de 4 bars par minute de DTR. Sur un bloc 15 litres, il est de 3 bars par minute de DTR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une DTR de 10 minutes avec votre 12 litres, eh bien, vous aurez besoin de 40 bars pour assurer votre remontée et les paliers associés. Si vous avez un 15 litres, une DTR de 10, eh bien, vous aurez besoin de 30 bars nécessaires. Ce coefficient, il est basé sur une consommation surface équivalente à 20 litres minute. Je fournis dans les documents un tableau avec les blocs, avec les consommations par plongeur et les coefficients associés.
Donc ça vous permet après d'ajuster si vous considérez que vous ne consommez que 14 litres en surface air, que vous utilisez un BI 8,5, eh ben, vous pourrez retrouver le coefficient associé. OK, on a calculé la pression associée à la DTR pour remonter, mais on a aussi un DP qui nous fixe une pression de sécurité. La plupart du temps, c'est 50 bars, ça peut être 30 bars, ça peut être 70 bars. Mais elle peut être aussi fixée par le plongeur lui-même. Si le DP vous dit « je veux que vous ayez du gaz en remontant sur le bateau », bah, c'est au plongeur de dire quelle est sa pression de sécurité. Voire, s'il n'y a pas de DP, les plongeurs PA60 peuvent plonger sans DP, à eux de définir quelle est la pression de sécurité qu'ils veulent mettre en place. Petite remarque, je reviendrai dessus tout à l'heure. Si vous avez un engagement important dans votre plongée, c'est-à-dire avec une grosse DTR, eh bien, cette pression de sécurité, elle devra être au moins équivalente à la pression pour remonter en surface. Je ferai un petit focus là-dessus tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Si je reprends mes exemples, je définis 10 minutes de DTR. Je suis sur un 15 litres. Le coefficient, il est 3. 3 bars par minute de DTR. Donc ça veut dire que ma pression pour assurer les DTR, elle est de 30 bars. Et si le DP a fixé une pression de sécurité de 50 bars, eh bien ça veut dire que ma pression de décollage, elle est de 80 bars. Si j'ai une DTR de 15 minutes, le coefficient sur un 15 litres, le coefficient est de 3 bars, ça veut dire que ma pression pour assurer la remontée, assurer la DTR, elle est de 45 minutes, plus 50 bars de pression de sécurité fixée par le DP, ça veut dire que j'ai besoin de 95 bars. Si je suis sur un 12 litres, ben mon coefficient il est de 4, ça veut dire que j'ai besoin de 60 bars pour assurer la DTR, plus 60 bars de pression de sécurité. C'est la petite remarque que je faisais tout à l'heure en disant, selon le niveau d'engagement, vous devez choisir une pression de sécurité au moins équivalente à la pression pour remonter en surface. Là, je dois m'imposer de remonter avec une pression de sécurité de 60 bars, même si le DP m'a fixé 50 bars. Pourquoi? Ben parce que la pression de sécurité, elle est là pour assurer en cas de pépin, en cas de problème, et notamment en cas de problème sur un équipier. Si au moment du décollage, mon équipier tombe en panne d'air pour X raisons, problème matériel et autres, eh bien, moi, je sais que je vais avoir besoin de 60 bars pour remonter, et ben, mon équipier, lui aussi, aura besoin de 60 bars pour remonter. Alors, ça risque d'être un peu juste, certes, mais ça laisse suffisamment de temps, si nécessaire, pour envoyer un parachute, appeler les secours et avoir du gaz qui est envoyé par le bateau. D'accord? Mais rien ne vous empêche de définir une pression de sécurité plus élevée selon les conditions de sécurité que vous avez en surface. Bien, maintenant qu'on a défini, on a défini la pression de décollage, comment on la contrôle sous l'eau? Eh bien, tout simplement avec le manomètre. Votre manomètre indique la quantité de gaz qu'il vous reste lors de la plongée, au fil de la plongée. Eh bien, vous allez surveiller au manomètre que votre pression au mano est supérieure à la pression de décollage. Dès lors que la pression du mano est égale à la pression de décollage, alors c'est une seule plongée avec une remontée contrôlée vers la surface en respectant vos paliers. Alors, on a deux paramètres qui vont nous faire décoller. Lequel doit nous faire décoller en premier, la DTR ou la pression de décollage? Eh bien, en fait, c'est le premier critère qui est atteint, soit en contrôlant l'ordinateur, soit en contrôlant le mano. C'est le premier critère atteint qui déclenchera le départ du fond. Cette méthode, cette démarche, elle permet de plonger en sécurité. Prenons un exemple. Si c'est la DTR qui est atteinte avant la pression de décollage, ça veut dire que le plongeur a moins consommé que prévu. Cela veut dire donc qu'il aura plus de gaz que nécessaire pour remonter. Donc, quand il sortira de l'eau, ben, il aura un peu plus de gaz que prévu. Cas numéro 2. Si c'est la pression de décollage qui est atteinte avant la DTR, ça veut dire que le plongeur a plus consommé que prévu. Mais vu que la DTR n'a pas été atteinte, il est resté moins longtemps au fond et il aura moins de paliers. Donc, il consommera moins de gaz que prévu durant la phase de palier.
Donc, dans les deux cas, il lui reste une marge supplémentaire en air. Et donc, ça, c'est particulièrement important. On a eu le cas d'une plongeuse qui, elle, a choisi de prendre le critère qui l'intéressait et non pas le premier critère atteint. Et donc, si on ne respecte pas cette règle-là, ben oui, là, on risque de tomber en panne d'air. Alors maintenant, est-ce que le choix que je fais en tant que plongeur, le choix d'une DTR, puisque c'est mon premier critère à déterminer, est-ce qu'il est valide? Au début, on pourrait peut-être se planter. Imaginons que je plonge sur une épave à 60 mètres et que mon équipier, je suis d'accord avec lui, on souhaite faire que 3 minutes de palier obligatoire maximum. Ça nous fait une DTR de 10 minutes. À 60 mètres, j'ai 7 minutes de remontée plus 3 minutes de palier. Et j'ai besoin de 30 bars pour remonter et 50 bars de pression de sécurité, donc 80 bars de pression de décollage. Bon, pourquoi pas. Sauf que à 60 mètres, on sait que les paliers vont arriver très vite. Et donc, si je choisis de ne faire que 3 minutes de palier, ça veut dire que mon temps fond va être très court. Et donc, ça veut dire que je vais remonter très rapidement sur le bateau. Alors, typiquement, avec ces paramètres-là, il remonte au bout de 17 minutes. Au bout de 17 minutes de plongée, il est sur le bateau. Et il aura du gaz dans le trou. Donc, il risque de râler. Son choix n'était pas forcément pertinent. On sait déjà qu'à 60 mètres, on a du palier. Donc, soit on refuse de faire cette plongée-là, soit on assume de faire un peu plus de palier. À l'inverse, si je choisis une DTR qui est trop importante, ça veut dire que j'aurai aussi une pression de décollage très importante. Exemple, vous souhaitez faire une épave à 50 mètres avec 20 minutes de palier. Ça vous donne une DTR de 26 minutes. 26 minutes, ça vous donne une pression de décollage qui est de 78 bars. Normalement, il faudrait la doubler. Ça veut dire qu'il faudrait que je décolle à 156 bars. On pourrait, pourquoi pas, limiter à 130 bars. Mais même à 130 bars, remonter d'une épave à 130 bars, vous aurez beaucoup de gaz. Et ce n'est pas la DTR qui va vous faire remonter. C'est la pression de décollage. Donc vous n'aurez pas beaucoup de paliers et beaucoup de gaz à la sortie. Donc oui, il est possible de se tromper dans les choix au début de DTR. Mais la réalité, et on l'a vu, c'est que en plongée loisir, je parle bien de plongée loisir, avec un 12 litres, 15 litres, voire même avec un bi 8,5, un bi 10, en fait, les choix de DTR, dans ce qu'on constate, c'est qu'ils varient assez peu. Sur toutes les plongées, les choix de DTR varient entre 5 et 15 minutes. Alors maintenant, prenons des cas pratiques. Je suis sur un bateau, j'ai un DP, et le DP nous fixe, pour cette plongée à venir, une profondeur max et une DTR. Il l'impose. Bon, hop, le DP, il a déjà fait la moitié du travail. Par exemple, on va faire une épave à 60 mètres, et le DP nous fixe 15 minutes de DTR. Moi, en tant que plongeur, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à calculer la pression de décollage à partir de la DTR fournie par le DP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de 95 bars de gaz. Donc, ça veut dire que mes paramètres, c'est au premier des deux critères atteints, soit la DTR de 15 minutes, soit la pression de décollage à 95 bars, et je dois quitter le fond. Je peux même, si je veux, estimer le volume de palier que ça représente. Pourquoi? Parce qu'en étant 60 mètres, je sais que j'ai 7 minutes de remontée. Donc, si j'ai 7 minutes de remontée et 15 minutes de DTR, ça veut dire que j'ai 8 minutes de palier. Ça, déjà, ça peut me donner une indication de ce que j'ai envie de faire 8 minutes de palier. Maintenant, le plongeur n'est pas obligé de faire cette DTR-là. Il a le choix de faire une autre DTR, mais ce sera une DTR qui sera inférieure à la DTR du DP. Donc, même si le DP fixe une DTR de 15 minutes, moi, en tant que plongeur, j'ai le droit de choisir une DTR de 12, de 10, peu importe. Dès lors que la DTR n'est pas supérieure à cette DP, je fais ce que je veux. Mais, toujours, je reviens aux bases. J'ai une DTR, je calcule la pression de décollage, je surveille les deux paramètres, et au premier des deux paramètres atteints sous l'eau, je déclenche ma remontée. Autre cas, le DP fixe une profondeur max et un temps fond. Ouais, super. Bon. On nous propose une épave, vous faites 50 mètres max sur l'épave et 15 minutes fond.
Ah, on a vu tout à l'heure 15 minutes de fond, c'est pas avec ça, je saurais si je vais pouvoir sortir de l'eau. Eh bien, avec ma méthode, je reviens, je repars sur les deux paramètres, je vais choisir ma propre DTR, je vais choisir la pression de décollage associée, d'accord? Et donc, par exemple, je vais dire, tiens, je vais faire 10 minutes de palier max, je suis à 50 mètres, ça veut dire que j'ai 6 minutes de remontée, ça veut dire que ma DTR elle est de 16 minutes. Et 16 minutes, j'ai besoin d'une pression de décollage de 100 bars, parce que 16 fois 3, ça fait 48 bars, plus 50 bars de sécurité, ça fait 98 que j'arrondis à 100. Eh bien, je vais me fixer maintenant ces deux paramètres, plus le paramètre du DP. Au premier des trois critères qui est atteint, je décolle du fond. Les trois critères, c'est DTR 16 minutes, pression de décollage 100 bars et le temps fond en 15 minutes. Comme ça, j'ai respecté, même avec mes propres paramètres, j'ai respecté les consignes du DP. Et je m'assure d'avoir du gaz pour remonter en sécurité sur le bateau. Autre cas, le DP fixe une profondeur et un temps d'immersion maximum. Par exemple, 50 mètres et 60 minutes d'immersion. Alors, typiquement, c'est ce qu'on a fait nous au club et qu'on continue à faire pour essayer de responsabiliser les plongeurs. Après, on a eu des cas où les plongeurs écoutaient le DP, comprenaient à moitié, et puis bah ouais, mais c'est le DP qui m'a dit de faire ça, donc je fais ça. Voilà, sans réellement se poser de questions. Eh bien, avec les autres DP, on a défini, de dire, bah, écoute, on va leur donner un temps fond, une profondeur et un temps d'immersion maximum, et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent faire du palier, ils font du palier, ils veulent pas en faire, ils n'en font pas, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils aient 50 bars sur le bateau, et on va vérifier. Du coup, en termes de planif, on a un libre choix. Toujours le même principe dans la méthode, on va choisir la DTR et la pression de décollage associée. Le plongeur veut plonger à 45 mètres. 45 mètres, on se rappelle, il y a des paliers. On choisit 10 minutes de palier, obligatoire, ce qui veut dire que notre DTR, 45 mètres, c'est 4 barres et demi, non, c'est 5 barres et demi de pression absolue, donc c'est 6 minutes de remontée, plus 10 minutes de palier, ça fait 16 minutes. Et 16 minutes, ça correspond à une pression de décollage de 100 bars. 16 fois 3, 48 bars pour remonter, plus les 50 bars de sécurité. Mais est-ce que ces deux paramètres me permettent de garantir que je ne vais pas sortir après 1 heure d'immersion? Le DP a fixé 1 heure. Il faut que je sorte avant. Et même pas de problème. Parce que, avec la DTR, on peut aussi piloter la durée d'immersion. Comment ça marche? Rappelez-vous, un ordinateur, ça calcule pas mal de choses, et notamment, ça mesure la durée écoulée de la plongée. Et il calcule la DTR. Eh ben, la durée d'immersion totale estimée, c'est quoi? C'est la durée qui est écoulée plus la DTR de l'ordinateur. Par exemple, donc notre DP a fixé 60 minutes. Nous avons défini une DTR de 16 et une pression de décollage de 100 bars. Je plonge, ça fait 30 minutes que je suis sous l'eau. Ma DTR est de 7 minutes. Ça veut dire que si je devais sortir maintenant, je sortirais au bout de 37 minutes. Donc, j'ai encore du temps. Je continue ma plongée. Ça fait 43 minutes que je plonge. Ma DTR est de 14. Je suis toujours en dessous du seuil attendu. Ouais, mais 43 minutes plus 14 minutes, ça veut dire que je vais sortir au plus tôt à 57 minutes. Or, le DP a fixé 60. Et là, maintenant, il est temps de prévoir la remontée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, on va respecter les consignes du DP. Au premier des trois critères, le plongeur doit quitter le fond. Les trois critères sont la DTR, pardon, la pression de décollage et la durée d'immersion totale estimée. Alors, prenons un exemple, parce que là, on a parlé de plongée. Regardons ce qui se passe si on a des plongées carrées ou des plongées avec un profil multiniveau, en remontant dans le tombant. Imaginons donc là une plongée sur épave. Pardon. On définit une DTR max de 11 minutes. 11 minutes, ça veut dire 11 fois 3 avec un 15 litres.
11 fois 3, ça veut dire 33 bars pour remonter, plus 50 bars demandés par le DP, ça veut dire que la pression de décollage sera de 85 bars. Je plonge. Je regarde mon ordinateur, il me dit que la DTR réelle est de 7 minutes. C'est bon. Mon mano m'indique 120 bars. C'est bon. Je peux même, si j'ai envie, et que je suis suffisamment clair, calculer, si je devais sortir maintenant, combien de gaz j'ai besoin. Ma pression de décollage réelle, à ce moment-là, elle est de 70 bars. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une DTR de 7 minutes, fois mon coefficient de 3 bars par minute, ça fait 21 bars, plus les 50 bars du DP, ça veut dire que j'ai besoin de 70 bars. Donc, je suis à tout moment capable de calculer ce dont j'ai besoin par rapport à la DTR réelle. Je continue ma plongée. Ma DTR maintenant est de 9 minutes. 9 minutes, je suis toujours en dessous des critères que je m'étais fixés au briefing. Le mano est à 105 bars, c'est parfait, je suis largement au-dessus. Là, encore une fois, je peux calculer quelle est ma pression de décollage réelle. 9 fois 3, 27, plus 50 bars, ça fait 77. Pardon, que j'ai arrondi à 75 bars, c'est bon, j'ai du gaz, ça passe. Je continue ma plongée. Ma DTA de 11 minutes. La pression au mano est à 90 bars. 11 minutes, ma pression de décollage elle est de 85 bars. J'ai atteint mon paramètre. J'ai atteint mon paramètre de DTR réel, alors que le pression mano, je ne l'ai pas atteint, mais il faut que je décolle du fond maintenant. Et je peux remonter, et puis je peux me dire qu'on sortira, on avait 5 barres de marge en bas, on devrait avoir 5 barres de marge en haut. Là, on est sur une plongée facile, c'est une plongée qui est carrée. Mais ça marche de la même manière sur une plongée multiniveau. Je redescends, donc je suis le long d'un tombant. Je définis les mêmes paramètres et je contrôle. Ma DTR actuellement est de 8 minutes. Il me reste 110 bars. Si je devais remonter maintenant, combien de bars j'aurais besoin? 8 fois 3, 24, plus 50, 74, que j'en reviens à 75. J'ai le gaz, continuons. Je remonte progressivement, tranquillement. Ma DTR maintenant est de 9 minutes. Bon, mano, 100 bars. Je suis en dessous pour la DTR de ce que j'avais prévu au briefing. Le mano est supérieur à ce que j'avais défini au briefing. Si je devais sortir maintenant, j'aurais besoin de combien? 9 fois 3, 27, plus 50, 77 bars. J'ai arrondi à 75. C'est bon, je peux continuer. Je remonte. Ma DTR de 8 minutes. 8 minutes, je suis en dessous de ce que j'avais dit. Ma pression de décollage, 90 bars. Je suis au-dessus de ma pression de décollage. Ma pression mano, pardon, est à 90. Je suis au-dessus de ma pression de décollage. Si je devais sortir maintenant, j'aurais besoin de 75 bars. J'ai du gaz. Je remonte. Maintenant, ma DTR est de 7 minutes. Ma pression mano est à 85 bars. Donc, normalement, je dois sortir, puisque j'ai atteint mes paramètres. Mais, dans la réalité, avec une DTR de 7 minutes, j'ai besoin de combien de gaz? 7 fois 3, 21, j'ai besoin de 70 bars. Alors, est-ce que je fais une fin de plongée ou pas? Sur le principe de la méthode, quand on débute, oui, on va sortir. Un des deux paramètres est atteint, je dois sortir de l'eau. Quand on est expérimenté, on sait qu'on a besoin de 70 bars, on en a 85. On peut continuer. Alors, je le dis ici, mais quand je forme des niveaux 3 à la méthode, je leur dis de sortir. Et après d'adapter. Il faut être aussi intelligent. Je n'ai que 7 minutes de DTR, je sais que j'ai besoin de 70 bars, j'en ai 85, je peux gratter une 2 minutes. Est-ce que ça a du sens? Pourquoi pas, selon la plongée. Mais sur le principe, il faudrait remonter. Donc vous voyez que, quel que soit le profil, on est capable de définir des paramètres et de les contrôler au fil de l'eau, sous l'eau. Et en plus, via un calcul, alors il faut être clair, à 50 mètres, faire une multiplication par 3 avec une addition, ça peut être compliqué. Mais à partir du moment où on est dans des zones un peu plus claires, on peut très facilement contrôler qu'on a suffisamment de gaz. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que bon, on a beaucoup de plongeurs qui, sur des plongées à 30 mètres, ne planifient rien. Ils sautent à l'eau, hop, on y va, et puis on verra bien.
Et bien avec la méthode, même sans avoir planifié au briefing, on est capable de mesurer de quelle est la quantité de gaz dont on a besoin en fonction de son bloc, coefficient 3, coefficient 4, par rapport à la DTR proposée par l'ordinateur. Mon ordinateur me fiche 5 minutes de DTR, ben, ça veut dire que j'ai besoin de 65 bars de gaz. Est-ce que je les ai? Oui, hop, je continue. Je les ai plus où j'arrive à 65, là, il faut que je remonte. C'est fini. Alors maintenant, on a un petit souci, c'est que sur certains ordinateurs, notamment les Mares, mais il n'y a pas que, la DTR n'apparaît que lorsque les paliers obligatoires apparaissent. Ah, mince, est-ce que ça pose un problème? Comment je peux savoir quelle est ma DTR si mon ordinateur ne me l'affiche pas? Bah, c'est super simple. Rappelez-vous, la DTR, c'est la durée de remontée plus la durée des paliers. Les Mares n'affichent la DTR qu'à partir du moment où il y a des paliers obligatoires. Donc ça veut dire que si la DTR n'est pas affichée, c'est qu'il n'y a pas de palier. Donc la DTR n'est égale qu'à la durée de remontée. Donc même avec un Mares ou autre ordinateur qui n'affiche pas la DTR, je suis à 30 mètres, je suis à 10 mètres, je sais que j'ai 2 minutes de remontée. Je suis à 20 mètres, j'ai 3 minutes, je suis à 30 mètres, j'ai 4 minutes, je suis à 45 mètres, j'ai 6 minutes de DTR. Donc il n'est pas nécessaire pour un ordinateur, Mares ou autre, qui n'affiche pas la DTR parce qu'il n'y a pas de palier obligatoire, on peut très bien la calculer de tête facilement et annoncer la DTR à son équipier sans qu'elle soit affichée par l'ordinateur. Dès lors qu'il n'y a pas de palier obligatoire, le calcul de DTR est super basique. Alors parfois on entend sur les bateaux, quand vous entrerez dans la DTR, machin, pour signifier quand votre ordinateur affiche la DTR. Non, non, on n'entre pas dans la DTR. La DTR, vous l'avez dès que vous êtes à 5 mètres sous l'eau. Quand on est à 5 mètres sous l'eau, il faut 1 minute pour monter. Donc vous avez 1 minute de DTR. Donc on n'entre pas dans la DTR, on affiche, l'ordinateur affiche ou pas la DTR. Mais dès lors que vous plongez au-delà de 5 mètres, vous êtes dans une plongée avec DTR. Donc on n'entre pas dans la DTR, on y est déjà. Donc attention à ces abus de langage. La DTR est là, elle existe quand on plonge. Elle est affichée ou pas. Si elle n'est pas affichée, elle est facilement calculable. Ce n'est que la durée de remontée. Sinon, elle est affichée par l'ordinateur. Alors, il y a des ordinateurs qui n'affichent pas la DTR en premier écran. Il y a des ordinateurs qui permettent de paramétrer, notamment les Shawwater et d'autres, l'affichage de la DTR. Je vous conseille d'afficher la DTR dès le premier écran. Et puis, si vous voulez acheter un ordinateur, eh ben, regardez quand vous le manipulez, avant de l'acheter, que la DTR soit bien affichée dans le premier écran et pas dans le troisième ou quatrième. Je pense au nouveau Suunto Océan, la DTR est affichée dans le deuxième écran. Bon, ben, c'est dommage. Est-ce qu'on peut planifier des plongées successives avec cette méthode? Ben, bien évidemment qu'on peut. Qu'on fasse 1, 2, 4, 5 plongées par jour, la méthode de planification, c'est la même. Durant le briefing, vous choisissez votre DTR, vous calculez la pression d'écollage associée. Simplement, en enchaînant des plongées successives lors d'un séjour ou sur une journée, eh bien, cela aura un impact sur la DTR qui est calculée par l'ordinateur, puisque votre ordinateur tient compte de l'état de sursaturation en azote lors des plongées précédentes. Donc, selon le modèle que vous utilisez de votre ordinateur, si vous n'êtes pas revenu à un état de saturation en azote à 0,8 bar, et bien simplement, la plongée suivante, votre DTR sera atteinte plus rapidement parce que votre ordinateur aura majoré ce calcul de DTR. Donc, votre plongée suivante sera plus courte puisque la DTR sera plus rapidement atteinte. Alors, là, je vous ai parlé d'un coefficient pour la durée totale de remontée qui inclut la remontée et les paliers. On peut aussi calculer un coefficient spécifiquement pour les paliers. On appelle bêta P, bêta P pour palier. Ce coefficient, il est basé sur le simple fait que on va moyenner le palier à 5 mètres. À 5 mètres, la pression est de 1,5 bar et votre consommation surface, si elle est de 20 litres minute, ça veut dire que vous consommez 30 litres par minute.
30 litres par minute, sur un 15 litres, ça veut dire que vous êtes à 2 bars par minute de palier. Sur un 12 litres et demi, vous êtes à 2 bars et demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coefficient que vous n'utiliserez que pour la phase de palier, eh ben, vous arrivez au palier, il vous reste 10 minutes de palier à faire, eh ben, vous savez que vous utiliserez 20 bars. Ça va permettre aussi de moins psychoter si on est un peu à la bourre. C'est un peu raté sur la planif. Et il nous reste 10 minutes de palier à faire. Je suis déjà 50 bars. Punaise merde, est-ce que je vais arriver à faire mes paliers? Ouais, oui, vous pourrez le faire. Vous allez consommer 2 bars par minute. Alors évidemment, avec le stress, vous risquez de consommer plus. Le simple fait de savoir vous consommer 2 bars par minute peut vous permettre d'abaisser votre niveau de stress, de reprendre un souffle normal et de consommer un peu moins. Juste à titre indicatif, les 50 bars que vous avez dans votre bloc de pression de sécurité, ça vous permet, avec un 15 litres, de faire 25 minutes de palier. Avec un 12 litres, ça vous permet de faire 20 minutes de palier. Sur des plongées loisirs, ça vous laisse largement le temps. Largement. Alors maintenant, c'est bien bon parce qu'on a dit on consomme 20 litres par minute surface, mais comment je sais combien je consomme? Eh bien, vous pouvez vous étalonner. Vous pouvez vous étalonner de plusieurs manières possibles. Vous pouvez vous étalonner au palier. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos niveaux 3 lors des formations. On les met au palier, une fois qu'ils ont sorti le parachute, qu'ils sont bien stabilisés. On leur demande, sur un palier qui fait au moins 5 minutes, voire un peu plus, de prendre la pression en début, de prendre la pression à la fin du temps qu'on a défini, 5 minutes ou 10 minutes, et on va faire notre petit calcul à la sortie. L'intérêt de cette méthode, c'est que si le plongeur est bien stabilisé, notamment parce qu'il est sur un mouillage ou s'il est au bout d'un parachute, il y a peu de variation de profondeur. L'inconvénient de cette méthode, c'est que le plongeur fait peu d'efforts, peu ou pas. Donc ça veut dire que cette consommation au palier, elle est légèrement inférieure à une consommation normale au fond. Deuxième façon de le faire, vous êtes sur un fond de 20 à 30 mètres, vous êtes bien stabilisé, et bien là, vous palmez normalement entre 5 et 10 minutes, et vous notez avant la phase de test et après la phase de test la pression sur votre mano. Attention, pour que la mesure soit fiable, il faut éviter de jouer avec votre étanche ou avec votre gilet en gonflant, dégonflant le gilet à tout bout de champ parce que vous êtes mal stabilisé. Donc là, l'intérêt, c'est que vous êtes sur un effort qui est normal et que derrière, vous avez une valeur qui est plus représentative. L'inconvénient, c'est la qualité de la stabilisation. Troisième possibilité, vous disposez d'un ordinateur avec une sonde et la sonde va mesurer la quantité d'air restante dans votre bloc et à la sortie, dans le carnet de plongée, va même vous calculer automatiquement votre consommation moyenne sur la plongée. Donc l'avantage, c'est que c'est fait automatiquement. L'inconvénient, c'est le coût financier de la sonde. Et dernière possibilité, eh bien, vous utilisez un carnet de plongée type Subsurface ou d'autres qui vont calculer avec une information qui s'appelle la profondeur moyenne de la plongée. Et dès lors que vous fournissez, vous, en début de plongée, vous notez sur votre carnet de plongée la pression. En fin de plongée, il faut noter sur votre carnet de plongée la pression restant dans votre bloc. Et ça vous donne votre consommation moyenne durant la plongée. Donc c'est assez simple à faire. Il faut juste penser à noter ces pressions en début et fin de plongée. En tout état de cause, votre consommation, elle évolue dans le temps. Elle évolue avec l'âge, elle évolue avec la prise de poids, elle évolue avec l'état de forme. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir s'étalonner au moins une fois par an, ou de s'étalonner quand on change de matériel, avec notamment une étanche, avec un changement de gilet, un changement de config, on passe en side mount et autres, et de s'étalonner. S'étalonner, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une mesure plus précise de votre consommation. Je vous ai donné un coefficient de 3 bars par minute, c'est basé sur une consommation de 20 litres minutes. C'est une bonne consommation. Si vous voulez être plus précis, à ce moment-là, il faut vous étalonner. Si vous ne pouvez pas, n'avez pas envie, eh bien, vous restez avec ce coefficient x3
Et ça couvre largement les besoins des plongeurs. En conclusion, ce document, ce que je vous ai présenté, c'est une méthode de planif. Euh, sur le principe, elle est simple à mettre en œuvre. Elle ne nécessite aucun outil. Il y en a plein d'autres, des méthodes de planif. Euh, et tant mieux. Dès lors qu'elles sont simples, qu'elles sont fiables, qu'elles sont compréhensibles, bah, peu importe, utilisez-la. Ce qui importe, c'est que les plongées soient planifiées et que, quel que soit le profil, un tombant, une épave, à 30 mètres ou à 60 mètres, eh bien, que la plongée soit planifiée. Alors, le degré de planification sera plus détaillé si la plongée est engagée, un peu moins si c'est une plongée facile, mais les principes doivent rester les mêmes, c'est-à-dire que le plongeur il doit rester maître de ses paramètres de plongée. L'objectif, c'est de ne pas subir la fin de plongée. Il est encore étonnant, en 2024, qu'une des principales causes d'incidents en plongée, ce soit des pannes d'air. C'est totalement anormal. Euh, parce que les gens plongent et puis se rendent compte avec stupeur, ah merde, j'ai tant de paliers, j'ai pas prévu, j'ai pas les gaz. Et quand on regarde les statistiques, bah, la panne d'air, ça fait encore partie des incidents majeurs en plongée. Donc ça, c'est pas normal. Donc ça veut dire que le plongeur il doit rester maître, et pour rester maître, eh bien, il doit définir ses propres paramètres de fin de plongée. Et il doit le définir au briefing avant de s'immerger. Et évidemment, dans le respect des paramètres donnés par le DP quand il y en a un. D'accord. Voilà. Donc voilà. La phrase classique, plan your dive, dive your plan, planifiez votre plongée et plongez selon votre planification. Respectez votre planification. On a déjà eu des plongeurs qui planifiaient ou qui écoutaient les planifs d'autres personnes, et puis dans l'eau, on en fait ce qu'on en veut. Et puis c'est là qu'on a des incidents. À partir du moment où on s'impose une petite démarche de planification et on s'impose de la respecter, si cette planification a du sens, quelle qu'elle soit, avec cette méthode ou une autre, peu importe, votre plongée, vous êtes sûr de remonter avec du gaz. Il peut y avoir d'autres pépins, ça c'est un autre débat, mais vous êtes sûr de ne pas tomber en panne d'air. Voilà, j'en ai fini. Juste, Lionel vous mettra quelques liens. Sur ces liens, vous retrouvez ce genre de tableau. Les consommations moyennes en surface, si vous êtes étalonné et que vous faites du 15 litres minute, que vous utilisez un 15 litres, ben, votre coefficient bêta, il est de 2 litres et demi, pardon, de 2 bars et demi par minute. Donc vous avez des tableaux comme ça qui vous sont présentés. Pareil pour le coefficient au palier. Euh, vous aurez l'épreuve mathématique qui vous montre que sur une table MN90, si on fait la moyenne pondérée des paliers, elle est bien de 4,40 m. Bon, peu importe ces tableaux. Vous aurez de multiples tableaux qui vont montrer donc les différentes preuves mathématiques, les explications. Et on essaiera de vous fournir sur le lien, sur la description YouTube, les différents liens, avec un document un peu plus complet sur la méthode de planification. Un document qui fait une cinquantaine de pages, et avec un résumé. La méthode, elle tient en 2 pages, même pas. Après, elle est détaillée en une cinquantaine de pages pour avoir toutes les étapes de la méthode pour que les gens comprennent bien ce qu'elle propose. Il existe un document mathématique, donc là, pour ceux qui sont intéressés, qui explique comment on détermine le coefficient bêta, et un tableau Excel qui va vous calculer votre propre coefficient en fonction de votre bloc, de votre consommation réelle, et qui vous dit, ben voilà, votre coefficient, il est de temps. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Donc, on a. Alors, une petite remarque. Est-ce que ton fichier en format PDF, tu pourras me l'envoyer, ce fichier final? Comme ça, je le diffuserai à ceux qui sont inscrits sur le site CTD. Il y a une cinquantaine de personnes. Il Oui, n'apparaîtra pas sur la page YouTube, mais au moins celui-ci. Comme ça, ils auront les accès. Et je pourrais mettre aussi les liens sur la page YouTube aussi. Comme ça leur permettra oui, d'accéder, hein. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont été présents. En termes de questions, donc j'en ai deux, trois. Une première question, Laurent, peut-on adopter ta méthode là sur quand on plonge avec un pony oui. déco?
Oui, c'est exactement la même chose. Mais à ce moment-là, il y a le calcul à faire sur le bloc fond, bloc que vous aurez sur le dos ou n'importe, et un calcul à faire avec la déco. D'accord? En sachant que la pression de sécurité ne sera pas forcément la même. Euh, la pression de sécurité, elle est de 50 bars sur une plongée avec un seul bloc. Avec une déco, la pression de sécurité, elle peut très bien être à 10 bars. Pourquoi? Parce que normalement, le bloc fond, il ne sert pas à remonter. Il y a le bloc de déco. Mais le bloc de déco peut tomber en panne d'air. Donc, la pression de sécurité, à ce moment-là, on peut très bien définir qu'elle n'est que de 10 bars pour assurer la remontée sans la déco. Donc, on peut jouer sur la pression de sécurité. Et donc, la méthode fonctionne simplement avec le bloc de déco. Si c'est un 7 litres, eh bien, il faudra trouver le coefficient dans le tableau pour un bloc de 7 litres. Euh, Le coefficient, il est de 6, hein, je vous le donne, mais c'est le double d'un bloc de 15 litres. ouais, donc c'est impeccable. Comme ça, tu as la réponse, Laurent, tu pourras plonger avec ton pony. Une petite remarque, une remarque qui précise qu'effectivement, sur certains ordinateurs, donc le Shearwater Peregrine par exemple, on a des paliers facultatifs qui sont intégrés dans la DTR. Donc, Alors, oui, non. Oui, non. En fait, sur le Shearwater Peregrine, ça va dépendre de votre paramétrage. En fait, les paliers facultatifs, vous pouvez les désactiver Oui. sur le Peregrine. mhm. D'accord? Bon, maintenant, s'ils y sont, c'est les maresses ont le palier facultatif. Voilà. C'est à vous de voir si vous voulez l'intégrer à votre planification ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des ordinateurs dont la DTR n'intègre pas les paliers de sécu. Donc, si vous dites, voilà, je vais faire 5 minutes de palier, je plonge à 40 mètres, ma DTR sera de 10. Un marais, par exemple, va vous proposer une DTR de 10, et une fois que vous avez fini vos paliers, ajoutera les paliers de sécu. Et là, vous définissez, si vous voulez les faire, 3 minutes, c'est 6 bars. D'accord? En termes de consommation. Donc, ce n'est pas la quantité de gaz qui va être limitant pour faire ou ne pas faire un pay de sécu. C'est vous qui définissez. Après, vous avez des ordinateurs, dont le Shearwater, si vous l'avez paramétré ainsi, qui intègre les payes de sécu dans la DTR. Ben ça, c'est à vous de connaître en tant que plongeur votre ordinateur. Si la DTR est inclus, si pardon, le payé de sécu est inclus dans la DTR, à vous de voir. Vous voulez faire 5 minutes de palier obligatoire, plonger à 40 mètres, ça vous donne une DTR de 10 normalement. Ben, sur le Shearwater, il vous dira une DTR de 13. D'accord? Il faudra calibrer par rapport à une DTR de 13. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez utiliser votre ordinateur. Mais encore une fois, notamment sur le Shearwater, si on prend le Peregrine, il est tout à fait possible. On a fait une doc pour nos plongeurs du club, justement pour qu'ils comprennent comment on paramètre correctement le Peregrine. Il est possible de désactiver le pay de sécu dans le décompte de la DTR. Ça marche. Est-ce que c'est ta méthode quid? J'ai une question qui concerne tout ce qui est plongée side mount. Donc, Ah, alors, la plongée de Seinmund, justement avec Philippe Pellegrin de l'EDELEC, qui est aussi un plongeur de Seinmund, on a fait un document spécifique. La méthode fonctionne exactement de la même manière. Euh, mais il y a quand même des spécificités liées à la plongée Seinmund. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de les détailler là, parce que ça risque d'être un peu long. Mais à ce non, mais moment-là, ça vaudrait le coup. Et je peux transmettre le document. Pareil, il a été publié libre de droit sur la façon de calculer une DTR, une pression de décollage, et surtout sur le choix des blocs. En résumé, si vous êtes habitué à plonger en 15 litres avec un bloc sur le dos, il faut prendre un volume de plus, c'est-à-dire qu'il faut prendre au moins 2 fois 8,5 en 5 minutes, et pas 2 fois 7,5. alors bon, il y a plein de messages de remerciements, hein, Laurent, tu verras après par la suite. Toc, toc, toc. Alors, une demande. Alors, effectivement, dans le document, effectivement, le signe de la DTR peut être à rappeler.
Hein, il y a pas mal d'anciens qui savent pas. Ouais, voilà, Alors, exactement. le signe de la DTR qui a été officialisé par la Fédé, c'est ce signe-là. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ouais, tout à fait. Ce signe-là. D'accord? Voilà. Donc C'est ça veut parfait. dire, alors, il y a plusieurs significations, mais on peut le dire, je suis ici, et ça c'est ma remontée. D'accord? Et avec ce signe-là, vous affichez, et ça veut dire DTR, mais ça ne veut pas dire le volume. C'est ma DTR est de 5. Ma DTR est de 6. Voilà. Après, on peut faire les signes d'une main si on veut, mais peu importe. Mais voilà, vous devez annoncer DTR et ensuite le volume avec votre main. J'ai des demandes, si tu Alors, acceptes. Ouais. oui, je vois Guy, je ne vais pas parler des paliers, Guy, hein, mais je parlais juste de la Ouais, DTR. ouais. Là, Exactement. je vais un peu plus loin, là. Ouais. Donc, Va juste nous expliquer, Guy, avec des gants, comment on fait pour distinguer 3, 6, 9. Hein. Voilà. c'est pas En évident. lac, surtout. Mais bon. Bon, déjà, on a le signe de la DTR, c'est pas mal. Il y a des gens qui demandent si t'accepterais de partager ton doc sur les pérégrines. Et Ouais. voilà, si ça pourrait être Ouais, utile aussi pour d'autres clubs. je pense que Oui, oui, c'est possible. ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne savent pas désactiver le palier dit de sécu. Moi, j'aime bien plutôt le palier de confort. Mais bon, ça, c'est moi, hein. Pas de Oui, oui, souci. c'est pas une Voilà. facultatif confort. Et peut-être que, comme tu l'as dit, ça peut être intéressant pour savoir où c'est. C'est dans la troisième page du truc. Enfin, ouais, bref, c'est intéressant. Euh, hop, En tout cas, c'était très clair. merci. Je regarde juste où est-ce que. Le doc, c'est ça, non? Pardon? T'essayes de retrouver, non? Ouais, j'essaie de retrouver où je l'ai mis, ce C'est document. dans le troisième écran quand tu vas sur Péricrune, il y a calcul justement de la DTR, calcul de la plongée sans palier. Et après, dans le troisième écran, à un moment donné, tu peux squeezer le palier de sécu ou pas. Ouais, non, mais je cherche en fait le document Voilà. sur le Peregrine. Sur sur le Peregrine, hein. Mais je pense que les autres, ça doit être pareil, les autres Shearwater. Non, non, c'est assez spécifique au Peregrine. Hmm. Je vais voir si je peux encore partager. Partager, je vous le montre juste à quoi ça ressemble. Partager, là, En hop. parallèle, j'ai une question de Patrice, là, une remarque de Patrice, hein. Je Mais fais je quel. pense qu'on fera un PVDM spécifique là-dessus, parce que je pense que tu pourras en parler un petit peu lors des GF dans 2 mois. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Ouais, voilà, Je ne vas-y, sais pas Voilà, si vous c'est voyez à là. l'écran. continue là-dessus. Je sais pas si vous voyez à C'est là, ouais. l'écran. Voilà, le réglage du palier de sécu. Voilà, vous pouvez le choisir et vous le désactivez en mettant non pas une valeur 3, 4, 5 à la minute, mais vous mettez le count-up. Le count-up, en fait, c'est simplement un chrono Oui, qui va se déclencher au moment du palier de sécu. Donc, vous avez fini vos paliers obligatoires, eh ben, il y a un chrono qui démarre, 1, 2, 3, 4 secondes, 5 secondes, et après, vous choisissez ce que vous voulez. hmm, Mais l'avantage de ça, c'est que la durée du palier de sécurité, elle n'est pas inclue dans la DTR. Alors que si vous choisissez 3, 4, 5 minutes, la durée du palier de sécu est inclue dans la DTR. Pour ça, on a mis en place ce document. Il y a quelques sur les réglages de gaz et les réglages de salinité et autres pour les gens de notre club. Voilà. Bah, ça, je pourrais vous l'envoyer. Bon, mais bah, ça, comme je tu le l'as dit fort, partagerai, je le comme partagerai tu en l'as même dit temps à fort ceux qui sont. justement, ça, c'est à la palanquée à se mettre d'accord, justement, pour Oui, pas qu'il y ait de bug au fond, quoi. oui, il y en a forcément. Donc, en fait, la méthode nécessite un apprentissage. C'est-à-dire qu'au Voilà. début, il y a toujours des petits écarts parce qu'il y a ce palier de sécu qui vient au milieu, parce que voilà. Mais Hmm. et nous, c'est ce qu'on voit au club, hein. Aujourd'hui, tout le monde au club utilise cette méthode. Au LEC, tous les plongeurs sont formés comme ça. Valérie et Eric, au CIP, travaillent avec ça, puisque j'ai passé le moniteur avec Valérie, donc elle a vu la méthode, et ainsi de suite. Donc voilà, la méthode, elle commence à être bien utilisée, et donc les gens après se l'approprient, à fond ou pas, peu importe, et après se calibrent entre eux. Est-ce que une autre question, donc il y avait une remarque de Patrice, hein, mais je pense on ça méritera une intervention spécifique et puis on pourra peut-être
on discutait lors du PVDM sur les GF. sur le GF. Il revenait sur la remarque d'Alain Forêt avec les successives et la DTR qui n'intègre pas, quoi du moins, le fait que Alain Forêt semble dire que de nombreux ordinateurs n'intègrent pas le calcul d'azote résiduel dans la première plongée, de la première plongée dans la Si, seconde, le mais- calcul de la saturation. Alors, Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, Laurent, parce non, qu'après. parce que ça va être long. C'est Ouais. juste que Alain Fauré a dit initialement les ordinateurs du groupe 2, peu importe, euh, ne gèrent pas les majorations. Et puis maintenant, il ne gère pas la sursaturation. Et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, son discours évolue, il change. Alors, il y a des points sur lesquels il a raison. Après, il y a la forme qui est à discuter. Et puis, il y a des grosses erreurs. Il y a des choses qui sont totalement erronées. Ça a été démontré. Bon, voilà, il insiste. Peu importe, c'est son fonds de commerce. Il a besoin de vendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, pour autant, et on en parlera, on en discutera lors de la présentation sur les JF. Mm. Pas d'inquiétude à avoir. Continuez à plonger, utilisez vos paramètres, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, une dernière question, parce que j'en ai plus là, mais c'est plus pour moi. Est-ce que tu t'es amusé? Parce que finalement, on s'aperçoit que tes plongeurs, donc tu le dis, c'est par expérience, hein, donc il va d'abord se fixer une DTR, puis ou une pression de décollage, peu importe, mais il va arriver sur l'un des deux facteurs en premier, hein, et finalement, il va devoir remonter à cause de l'un des deux. Est-ce que tu t'es amusé à calculer l'optimum? Par exemple, se dire, ben voilà, tu prends un plongeur avec une consommation de 20 litres par minute, avec un ordinateur classique, tu vois, ceux avec des DTR entre guillemets qui tombent un petit peu, si on peut les généraliser, quel serait l'optimum pour avoir finalement un temps de DTR et une pression de décollage qui tombe quasiment en même temps? C'est impossible à répondre. C'est impossible à répondre. En fait, si les deux paramètres arrivent en même temps, on n'est pas dans l'optimum. On est dans le minimum de sécurité. Oui, Ça veut dire que ok. j'ai le maximum de DTR pour le minimum de pression de décollage. Donc là, j'ai le minimum de sécurité. Or, ce cas-là arrive très très rarement. Il y a toujours un des deux paramètres qui fait sortir avant l'autre. D'accord? Bon, bah, Et très ce qui bien. augmente encore la sécurité. Alors, juste, on parle de sécurité. Le coefficient x3, il est déjà large pour des plongées jusqu'à 55 mètres. Il est limite pour des plongées à 60 mètres qui seraient vraiment carrés. Et ça, on n'en fait pas tous les jours. Euh, les vitesses de remontée, elles sont à 10 mètres fixes. Or, sur des plongées profondes, à 60 mètres, on ne remonte pas à 10 mètres. On remonte beaucoup plus vite sur les premiers 20 mètres. D'accord? Pour quitter la Mm. zone profonde, et ainsi de suite. Donc, ça a été, les critères de vitesse fixe, les coefficients x3 et autres, ont été choisis justement, 20 minutes, ont été choisis justement pour offrir un peu plus de sécurité encore. Donc, on peut gratter. Un plongeur peut très bien dire, ben moi, je ne prends que x2, ça suffit. C'est son choix. C'est son choix. À lui d'étalonner, à lui de voir si ça tient la route. Mais si c'est pour sortir à chaque fois ric-rac avec le strict minimum d'air qui était prévu, bon, pourquoi pas? Et c'est pas le but de la méthode. La méthode, c'est de garantir qu'on sorte avec de l'air et qu'on soit en confiance. Euh, c'est vraiment de la gestion du stress. C'est j'ai du gaz, je sais que j'ai du gaz, hormis pépins mécaniques, je sais que j'ai de quoi sortir tranquillement, facilement. Une petite remarque, et puis je passerai la main à Patrice, j'ai vu qu'il a levé la main, il n'y a pas de souci. Sur la pression de décollage, hein, donc tu l'as dit, mais je renforce le message, c'est vraiment la pression qu'on lit sur le mano. Hein, il n'y a pas de calcul à faire, hein, c'est vraiment, Non. voilà, Et, c'est du genre, des fois, ils vont soustraire la pression de démarrage ou des choses comme ça. et le C'est encore mano, plus simple. le mano, c'est un super outil parce que c'est même une montre, le mano. C'est une montre parce qu'en fait, si on sait lire correctement un mano, on peut s'en servir comme un critère de temps. Je vais prendre un exemple. Imaginons une palanquée de deux plongeurs, les deux ordinateurs tombent en panne en même temps. Alors c'est rare, c'est déjà arrivé chez nous au club. Euh, les deux ordinateurs de la palanquée tombent en panne en même temps. Alors, pour sortir de l'eau, il y a plusieurs façons de faire. Il y a le principe qui est de dire bah, je vais vider le bloc avant de sortir. J'avais des paliers à faire, je ne me rappelle plus combien, je vais vider le bloc. Bon,
je vous ai dit, hein, c'est 2 bars par minute. Donc s'il leur restait 100 bars, ça veut dire qu'ils vont faire 50 minutes de palier. Donc sur le bateau, ils vont bien apprécier. Autre possibilité, je vais vider un certain nombre de bars dans mon bloc. Combien au pifomètre? Bon, on suppose qu'ils sont dans le bleu, qu'il n'y a personne autour, hein. Ils sont vraiment tout seuls. Et bien avec la méthode, ils ont choisi une DTR. Ça veut dire qu'ils savent combien de paliers ils avaient à faire. Imaginons, donc ils ont choisi une DTR de 15, avec 10 minutes de palier. Ils sont à 40 mètres. Les 2 ordinateurs tombent en panne. Si les 2 ordinateurs tombent en panne, ça veut dire que la DTR n'a pas été atteinte. Sinon, ils seraient déjà remontés. Les 2 ordinateurs tombent en panne, ils remontent. Donc là, ben, les plongeurs, il faut qu'ils sachent remonter sans ordinateur, avec les petites bulles, avec le milieu, en regardant à droite et à gauche, la vitesse sur la peau, avec les oreilles si elles crépitent. Ils vont remonter à vitesse contrôlée. Ça, ben, il faut s'entraîner à remonter sans ordinateur. Ensuite, ben, ils vont lâcher un parachute. Ben, lâcher un parachute, si c'est un parachute avec spool, avec plomb, pardon, il faut qu'il le lâche dans la zone des 5 mètres, 6 mètres. Ben, nous, on apprend à nos plongeurs en formation à regarder, quand ils sont au palier, ce que ça représente 5 à 6 mètres. Ils font leur palier au bout d'un parachute, ben, regardez en haut ce que ça fait, 5-6 mètres. Ben là, ça leur sert à quoi? Ben, ça leur sert le jour où ils n'auront plus de moyens de mesure de profondeur, parce que l'ordinateur est tombé en panne, ben, ils vont lâcher un parachute à peu près à la bonne profondeur. Et une fois qu'ils ont lâché le parachute, eh ben, ils regardent leur mano. Et comme on sait qu'on consomme 2 bars par minute, que j'ai 10 minutes qui étaient prévues, je n'avais forcément, vu que la DTR n'était pas atteinte, je n'avais pas à les faire. Eh bien, je vais les faire quand même. Et je vais m'imposer de consommer 20 bars. Et comme je suis un peu stressé même, ben pourquoi pas 30 bars? Et je vais lire. Comment ça? Ben, je vais lire uniquement avec le mano. Donc le mano, ça sert à la fois pour mesurer sa pression, mais c'est aussi un indicateur de temps. Et quand on forme nos plongeurs niveau 3, on a un exercice où on leur demande de retourner leur ordinateur, de ne pas le regarder, ils ont lâché leur parachute, et on leur demande de faire tomber le mano de 10 bars ou 20 bars, ça dépend des conditions météo, et on va leur dire, nous à la sortie, combien de temps ça représente. Est-ce que ça représente vraiment 5 minutes ou 4 ou pas? Ça permet d'étalonner. Et à la sortie, ils sont surpris, 10 bars, la plupart, ils font 5, 6, 7 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ça, avec le mano, on est capable de mesurer le temps avec une certaine précision. Et bien si la précision est suffisante, j'ai 10 minutes, je fais 20 bars. Si je suis stressé, je ferai 30 bars. Et je peux sortir de l'eau en ayant fait des paliers avec un volume qui était cohérent par rapport à ma planification. Donc le mano, c'est un super outil. Merci, Laurent. Patrice, tu veux dire un petit mot? Oui, je voulais d'abord remercier Laurent pour la clarté de son discours et puis la clarté de l'exposé. Ensuite, effectivement, cette notion d'individualisation de la consommation, moi, c'est un exercice que je fais faire assez rapidement aux gens en formation. Je les mets à 10 mètres, je leur demande, ils se mettent par deux, et de rester à 10 mètres et de palmer pendant 10 minutes, de regarder le mano avant, le mano après, et comme ça leur permet d'avoir une évaluation, effectivement, de leur propre consommation. Donc, c'est un exercice facile à mettre en place. Et certains ont de vraies surprises. Dans un sens comme dans l'autre. Et puis ensuite, quand je posais la question ou la remarque par rapport au travail qu'a exposé Alain Forêt, c'est uniquement que, effectivement, ce travail sème un peu le trouble dans la réflexion des gens sur la désaturation et l'utilisation de l'ordinateur pour une désaturation. Donc, j'attends qu'on en discute quand on va parler des gradient factors. Ça m'intéresse sérieusement. Patrice, si tu veux qu'on en discute avant, il n'y a pas de problème. J'ai préparé le document, j'ai déjà envoyé à Lionel là-dessus, puisqu'en plus, Alain Forêt a fait une communication dernièrement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, le document, il est prêt, mais si tu veux qu'on en discute avant, c'est avec grand plaisir. Et puis, je t'expliquerai ce qui, de mon point de vue, parce que Alain Forêt aime bien les experts, ou les soi-disant experts, et j'exposerai mon point de vue, mais surtout le point de vue d'experts, et de vrais experts, eux, scientifiques, concernant la DSAT. On va faire du spoiling, on va pas faire du spoiling du prochain PVD. Et je vous engage surtout à écouter ce qu'a dit Humbert, Jean-Pierre Humbert, lors de l'AG.
sur la conférence sur la DSAT. Et écoutez vraiment consciencieusement ce que dit Jean-Pierre Humbert, parce que voilà, là, on a un véritable expert. Et justement, ça permet de démystifier un peu et de faire un peu moins peur aux gens. J'ai été formé par Jean-Pierre Imbert, donc Ouais. ça- Et ben, voilà. J'ai pas eu cette chance-là, mais à chaque fois je l'écoute, voilà, c'est un bonheur, ce monsieur. Ouais, et puis tous les deux avec Patrice, là on a eu notre recyclage DE, on a eu le docteur qui s'occupe du caisson hyperbar de Nice, qui Ah, nous a fait tout un topo sur la DSAT aussi, qui était très intéressant et qui vous va avez dans le qui, sens d'un verre. vous avez qui Carl Willem? c'est Karl. Ouais, Karl. Karl, oui, ouais, il est très bien, Carl. Il faudra qu'on l'invite pour un prochain PVDM alors. Bon, oui, 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 l'heure il est très l'heure- intéressant. l'heure Et tourne. c'est pas Oui, plongeur en plus, donc c'est Voilà. c'est Je, l'avantage par rapport à certains médecins hyperbares. Lui, il est plongeur profond. c'est Donc, ça. c'est de quoi il ouais, parle. on va l'inviter. Ouais. Allez, je te remercie Laurent, je vous remercie à tous. Merci, Donc, merci à tous. ça sera l'enregistrement sera disponible et j'envoie les docs dès que je les ai à ceux qui sont inscrits sur le site CTD. On se voit Merci à demain, Laurent. tous. Merci à Merci, bonne tous. soirée. Non, je serai à distance. Salut.